Que diriez-vous d'une escapade sur une rivière du plus grand département français, à quelques 7000 km de Paris? En Guyane, partir de Saint-Georges-de-l'Oyapock, commune de 4000 habitants, frontière entre la France et le Brésil. Nous suivons Eric, Rémi, Vinvin et tous les autres dans leur périple. 8 marins d'eau douce qui vivent en Guyane depuis une vingtaine d'années. Là, on est parti pour une dizaine de jours sur le fleuve Oyapock au tout départ. On a fait une mise à l'eau sur la commune de Saint-Georges. À la sortie de Saint-Georges, c'est une piste de latérite qu'ils empruntent pour rejoindre le débarcadère de Somampa. Pour leur balade en ce mois d'octobre de 2015, ils ont décidé de découvrir l'Armontabo, un affluent de l'Oyapock. Un fleuve que nous remontons sur une vingtaine de kilomètres pour atteindre l'embouchure de la rivière. Là, on remonte le fleuve Oyapock avec une enfilade de rapides qu'on appelle ici des sauts, avec beaucoup de roches, très peu d'eau puisqu'on est en pleine saison sèche, et donc des passages un petit peu techniques pour éviter de toucher les moteurs sur les roches. Avant de se lancer dans les rapides, les sauts, Eric et ses compagnons observent les piroguiers pour découvrir les passes. Voie de circulation naturelle de la Guyane, les fleuves et rivières, appelés les criques, constituent la seule façon de pénétrer dans la forêt et de rejoindre les villages de l'arrière-pays. Une longueur de 370 km, le débit moyen de l'Oyapock est de 500 à 800 mètres cubes secondes. Plus de 1600 mètres cubes en saison des pluies, en avril et mai. Le débit moyen de la Seine est de 500 mètres cubes secondes. Il ne faut pas se croiser dans la passe, quoi. Tous les jours, des pirogues effectuent des navettes chargées de passagers ou de matériel entre Saint-Georges et Camopi, un village amérindien distant d'une centaine de kilomètres. Après l'observation, place à l'action. Rémi ouvre la voie et passe avec succès le premier saut. Les sauts se succèdent, avec leurs roches à fleur d'eau. L'île est Koumouri, l'île est Nias. Saison sèche oblige, la prudence est nécessaire. Certains passages de saut se font en tirant la coque aluminium le long des récifs. Tire. Oh, mais il n'y a pas de saut. Non mais, attends qu'on soit tous en accord. Moi elle part et elle part la coque. Avancez avec la corde. Ah, on est content. C'est pas grave. On va la déposer. Il faut d'abord tirer la corde là-bas. Allez, tirez. Et dès que la profondeur le permet, c'est plein gaz. Donc là, on n'a pas fait grand chose hier parce qu'on est parti assez tard entre la route à faire pour amener les bateaux jusqu'à l'Oyapock, puis ensuite le chargement, la mise à l'eau. Donc là, on a navigué quelques heures seulement et nous sommes au milieu d'une enfilade de rapides. Donc
on va continuer aujourd'hui pour arriver jusqu'à l'embouchure d'une autre rivière plus petite qui s'appelle l'Armontabot. On va remonter jusqu'où c'est possible pratiquement, et éventuellement aller jusque sur un petit Inselberg. Donc Inselberg, c'est ce qu'on appelle ici une montagne dénudée, granitique, qui domine la forêt. Mais avant d'arriver à l'embouchure de l'Armontabot, au niveau du saut Cachiri, le moteur de Rémi fait des siennes. Il n'a pas calé, on a entendu un zzzz et après un petit claquement. Et le diagnostic a été fait rapidement. On a pensé tout de suite qu'il y avait un problème dans la pignonnerie du moteur. Et jusqu'au moment où on est arrivé sur un saut où je ne pouvais plus passer les vitesses, j'avais plus que la marche arrière. Donc du coup, vu qu'on part encore pour une semaine de balade, on a pris la décision de démonter le moteur, quoi. Et par chance, c'était un petit axe à l'intérieur du moteur qui était cassé. On a fini par faire le diagnostic de la panne du moteur. C'était une petite pièce métallique de 3 cm qui était sectionnée en deux. Donc on avait de quoi réparer. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de lime acier pour couper cette pièce. Et au moment où on a le diagnostic qui se pose, on entend une pirogue qui monte. Et je me dis, tiens, je suis sûr que la pirogue, là, on va les appeler. Ils ont une lime, truc improbable. Donc c'est une grande pirogue avec une dizaine de personnes remplies d'affaires. Donc on les appelle. Et Fabien demande en portugais est-ce qu'ils ont une lime. Ils disent non, peut-être on va voir. Et en fait, tout en haut du chargement, il y avait un carton qui était ouvert. Et le gars, il nous sort une lime du carton. Le truc totalement improbable. Parce que la lime aurait pu être au fond, il ne serait pas allé la chercher. Elle était au-dessus, quoi. Et donc en moins d'une minute, on avait la lime qui nous a permis de réparer le moteur. Et là, ça c'est chamanique. Ça, c'est inattendu absolu, tout le monde était soufflé, quoi. On avait notre clim, on a pu réparer et le moteur est réparé. Voilà, et ça, j'explique, c'est ça la chamanaille. Faut y croire. On va repartir ce matin pour une petite balade encore sur une semaine, sur une petite crique qui s'appelle l'Armontabot. La Noussiri est une rivière parallèle en amont à l'Armontabot que Rémi a remonté jusqu'à sa source 2 ans avant. La forêt, c'est aussi la passion de Rémi et de ses camarades. Mais le chasseur, qui connaît le gibier, sait découvrir leurs traces, c'est lui. Et dès qu'il quitte la rivière, c'est pour s'enfoncer dans la végétation luxuriante avec son fils Théo. Sabre en main, il trace son léguon, le sentier, marquant au passage les troncs d'un coup de lame ou brise des branchages pour retrouver son chemin de retour. Se perdre en forêt peut être dramatique et devenir l'enfer vert. Pour l'instant, en dehors des zones de réserve du parc amazonien, il n'y a pas de permis de chasse en Guyane. Mais depuis avril 2011, un arrêté préfectoral réglemente les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par sortie de chasse. Ainsi, un chasseur a le droit à 2 agamis, une sorte de pintade, à 2 pacaris, une sorte de petit sanglier, ou encore à 3 caïmans de rivière.
rythme sur une progression comme celle-là. Donc c'est un début de journée qui commence, les bateaux, on commence à les démarrer en général vers 8h, ou peut-être un petit peu plus tard, 8-9h au plus tard on va dire. On navigue jusque vers 12-13 heures où là on se pose un petit peu dans l'emplacement qui nous paraît le plus propice pour faire un pique-nique. Ensuite on reprend la navigation jusque vers 16 heures, 17 heures au plus tard, parce qu'ensuite la nuit tombe vite, à partir de 18h30 il fait quasiment nuit noire, donc il faut monter le campement, préparer le campement, donc il faut s'arrêter un petit peu avant. Donc le soir c'est campement sur la roche ou en forêt, quoi, avec feu de camp, préparation des repas, nuit tranquille, et puis voilà, c'est reparti le lendemain, quoi. Donc c'est des journées qui sont assez calibrées. L'installation des hamacs est aussi l'occasion pour Vinvin de distribuer ses friandises aux copains. C'est bon pour le moral. Alors aujourd'hui c'est combien? C'est le 3e jour je crois, c'est ça? Dimanche, 3e jour. Dimanche, 3e jour. Ouais. Grande progression. Ouais, on a quitté l'Oyapock. On a fini les gros sauts de l'Oyapock avec quelques dégâts moteurs, mais bon, finalement ça fait partie de l'aventure, c'est ça? Et puis mais non, mais c'est un instant de vie. On est en train de préparer à manger, tout le monde participe. Ah ouais, donc là on s'est engagé sur la rivière Armontabo. Ma foi, magnifique, bel endroit. Il y a du poisson, on l'a vu, mais on l'a pas encore dans la casserole. Mais je suis assez optimiste pour ce soir. Les pêcheurs sont à la tâche. Ah, il est beau. Rémi et son fils Théo ont sorti leur canne à pêche et ils remontent un aïmara pour le repas du soir. Ce poisson carnassier est très courant dans les fleuves de Guyane. Il peut atteindre une trentaine de kilos. Là on fait un petit campement au pied d'un joli saut dont je ne connais pas encore le nom. Il va falloir que je regarde ma carte. Au milieu du seau, comme isolé sur une île, un arbre accueille une colonie d'oiseaux piailleurs, des cassiques plus jaunes. Les nids sont protégés par des mouches à feu très agressives. Ces petites guêpes font une piqûre très douloureuse et attaquent en groupe. La vie au campement est détendue, mais le sort semble s'acharner sur Rémi. Après la panne de moteur, c'est son hamac qui cède durant la nuit. Un atelier bricolage est alors improvisé avec la confection d'un hamac à partir d'un drap qui servait de couverture. Eric le teste avant la mise en service. Près de l'île aux oiseaux, Eric découvre une série de polissoirs. Ces derniers sont le témoignage gravé dans la roche de l'occupation par les Amérindiens de ce lieu dans les temps anciens, à l'époque précolombienne. Les traces inscrites dans le granit sont celles du polissage de leurs haches. La forêt est généreuse en bois mort pour le feu de camp.
Vavin prépare le repas alors que Rémi part à la chasse avec Théo. Cette fois, la chance lui sourit. Il ne rentre pas bredouille, mais avec un caïman. On le voit, tiens, il a donné un coup de queue quand même quand on l'a tiré. On va le voir, on le voit poser au fond, là, comme ça, là, sur le sable, là, sous 50 cm d'eau, quoi, on le voyait. Moi je dis bon papa va le chercher. Ouais, va le chercher. Attends, moi je vais vérifier s'il est mort, quoi. On prend la pagaie, puis tu parles qu'il était mort, quoi. Il a filé. Et puis après, on le revoit, on l'attend un peu, on le revoit sortir. Et non, il revient sous une plage, mais il devait y avoir 5 cm d'eau. Et il était gros quand même. Hein. Il est tiré 4 mètres. Quoi. Ouais. Là, il a bougé plus. Ah bah là, après, je voyais son ventre. Donc là, quand tu commences à voir son ventre, c'est bon signe, quoi. En m'approchant, hop, j'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. L'autre, il lui a tapé l'épaule, il lui a dit t'es venu pour chasser. Il faut déjà penser au retour et plier le camp, remettre duvet et vêtements de nuit dans les touques et charger les 2 embarcations. Nous voilà sur la fin de cette petite expédition d'une dizaine de jours. Donc on n'a pas pu aller à l'objectif qu'on s'était donné au tout départ, c'est-à-dire monter sur un Inselberg, donc une montagne dénudée aux sources de cette rivière Armontabo. Parce que le niveau d'eau est très bas, on est en fin de saison sèche et la rivière était très encombrée avec peu d'eau, beaucoup de troncs en travers et donc des embarcations un peu lourdes. Donc on n'a pas pu aller jusqu'où on souhaitait. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'était de découvrir pour nous cette rivière que nous n'avions encore jamais parcourue. Donc on est allé jusqu'au-dessus de toute l'enfilade de rapides, de sauts sur cette rivière pour arriver à des zones qui sont beaucoup plus plates, avec un peu moins de roches mais beaucoup plus de troncs. Donc, ce qui a posé pas mal de difficultés sur notre progression. Donc on a décidé de s'arrêter pour ensuite reprendre la descente et revenir sur l'Oyapock. Donc c'est une rivière qui est très belle, des jolis rapides, peu d'animaux observés, quelques singes, mais quelques volatiles, mais quand même pas très riches a priori. Alors est-ce que c'est la saison? Est-ce qu'il y a eu une pression de chasse assez importante sur cette zone quelques temps avant? Je ne sais pas. En tous les cas, ça n'enlève pas la beauté de la rivière elle-même. Pour la montée, ça a été un peu compliqué parce qu'on avait des embarcations chargées. Donc on a été un peu poussif. On a fait à peu près 8 km par jour dans les jours les plus productifs. Donc ça a été un peu compliqué. Mais c'est surtout lié au niveau d'eau qui est très bas. Donc il faut souvent lever le moteur pour pouvoir passer parce que les roches sont tout près, éviter d'abîmer les hélices. Voilà, c'est un peu compliqué, on n'avance pas très très vite, mais c'est assez typique de ce genre de rivière à cette saison. Après la montée difficile, c'est la descente.
Les deux embarcations prennent le fil du courant et se laissent entraîner par celui-ci. Entre les sauts, la navigation est calme. La tension se relâche avec la perspective de la fin de la balade. Sans crier gare, le courant se fait rapide. Ah ben ça y est, cool. Les mètres cubes s'engouffrent inexorablement dans l'embarcation, entraînant le chavirage. Les occupants de l'embarcation d'Eric se retrouvent tous à l'eau et la caméra rejoint le monde des poissons. Voilà, premier coulage. La caméra, bloquée dans le fond du seau, est vite récupérée. Les touques, des bidons en plastique fermés hermétiquement, sont récupérés une à une. Rien de grave. Mais le saut suivant réserve une surprise. Alors que l'équipage d'Eric passe en premier le saut Kachiri sans encombre, Rémi tape de la proue et sa coque coule à pic. Un naufrage spectaculaire. On a bien fait de partir tôt. Prenne sa corde à l'avant. Une nouvelle fois, toutes les touques sont récupérées. Personne ne manque à l'appel. Tout le monde se retrouve au coude à coude pour remonter l'embarcation, la vider et démonter le moteur pour le faire sécher. Ah c'est vrai, il y avait le moteur. Tu vais l'enlever et puis comme ça. Tourner légèrement le bateau. Ouais. Plus d'une heure sera nécessaire avant de pouvoir repartir. Une péripétie qui rappelle la nécessité d'être vigilant dans les sauts. Ils sont réputés dangereux. Nombreux sont les pirogues à s'y être échoués. À Sumaripa, une telle rappelle que 3 gendarmes s'y sont noyés en 1995. On s'est fait renvoyer sur la... On s'est déséquilibré sur la grande contrée. Et après là, voilà après. Et le temps que tu réalises. De retour à Sumaripa, c'est la remontée des embarcations et la piste pour quitter Saint-Georges et rejoindre Cayenne. L'escapade est terminée. Depuis 1992, l'association Alabama est active sur le plateau des Guyanes. Et notre première grande expédition a eu lieu en 1996. Et depuis ce temps-là, donc environ tous les 2 ans, on organise un grand projet qui recoupe des objectifs à la fois sportifs, culturels et également scientifiques. Sur le plateau des Guyanes, c'est-à-dire Guyane française, Suriname, Brésil principalement.